Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la transition, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les chefs des institutions accréditées en République du Mali, Monsieur le directeur de Daniou Tala Électronique, Monsieur le directeur général de Daniou Tala Électronique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux subrégionaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, Messieurs les représentants des familles fondatrices, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités, en vous rend grâce tout protocole observé. Mesdames et Messieurs distingués invités, chers amis de la presse, Aou Bismillah en commune 2 du district de Bamako. Je voudrais avant tout propos souhaiter à chacune et à chacun de vous la cordiale bienvenue en commune 2 du district de Bamako pour être témoin de la présente cérémonie qui marque l'inauguration de cette usine d'assemblage de PC tablettes et d'un réseau national de réparateurs et de la société Daniou Tala Électronique. Au nom du conseil communal de la commune 2, celui de toute la population de la commune 2 et en mon nom propre, j'exprime à son excellence, Monsieur le Premier ministre, notre profonde et sincère gratitude pour le choix porté sur notre commune en vue d'abriter cette usine porteur d'espoir. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présence de son Excellence Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, sous le leadership de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, est un signal fort et un témoignage des plus hautes autorités du pays à la promotion des industries au Mali. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, votre capacité, Monsieur Tala, à convaincre et mobiliser vous inspire confiance. Les autorités communales que nous sommes sont fiers de vous et vous devrez être fiers de vous-même. Cette usine constitue un investissement précieux qui doit être protégé par les autorités de notre pays, à commencer par celles de proximité que nous sommes. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est réconfortant, M. Tala, et nous souhaitons que votre exemple soit suivi par d'autres patriotes. Vous avez fait le choix de produire des richesses, de soutenir l'emploi de vos compatriotes et de prendre des parts de marché qui profitaient à d'autres. Il ne me reste plus qu'à saluer et remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour non seulement son déplacement en commune 2 du district de Bamako, mais pour avoir soutenu cette belle initiative qui est l'investissement de la société Daniou Tala Électronique. Je n'oublie pas tous ceux et toutes celles qui n'ont ménagé aucun effort pour l'avènement de cette journée qui restera inscrite en lettres d'or dans les archives de notre commune. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali. Je vous remercie. Merci, Nari. Félicitations, Monsieur le maire. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, nous saluons et remercions Monsieur le maire de la commune 2, notre frère Cheikh Abaniare, pour son message d'hospitalité et de soutien à cette belle œuvre de développement économique qu'est l'usine d'assemblage de Daniou Tala Électronique. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, la personnalité que nous allons inviter tout à l'heure à prendre la parole s'appelle Renaud Amiel. Renaud Amiel a aujourd'hui derrière lui 35 ans d'expérience dans le domaine de la technologie, de l'informatique et des télécoms, ainsi qu'en conseil aux entreprises. Renaud Amiel, après 4 ans de marketing chez Procter & Gamble, Renaud a donc rejoint le cabinet de conseil de Boston Consulting Group, où il était vice-président et directeur associé du bureau de Bruxelles, notamment de 1995 à 2007. Au cours des 14 dernières années,
Renault Amiel a collaboré avec des startups, des VCS et fonds d'investissement dans le domaine des technologies, des télécoms, de l'Internet et des médias. À ce titre, Renault a directement investi et siège aujourd'hui au sein de 10 conseils d'administration de start-up dont il est investisseur. Renault Amiel est également aujourd'hui le président de la société Danner Electronic, une société française qui est aujourd'hui alliée avec son ami et associé Modibo Talla, notre compatriote natif de Ségou, et qui ont ensemble créé Danner Talla Electronic. Renault, c'est d'abord un ami du Mali et de l'Afrique. Il nous l'a dit même ce matin, monsieur le Premier ministre. Il aime le Mali, il croit au Mali, il croit à la jeunesse du Mali, il croit au sens de l'entrepreneuriat de son ami Modibo Talla. Je vous prie d'applaudir M. Renault Amiel, que j'invite à ce pupitre pour son discours. Monsieur Amiel, à vous. Merci. Levez un peu le micro pour lui. Voilà. Parfait. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de Bamako, monsieur le maire de la commune 2, monsieur les autorités traditionnelles, que je ne vois pas, qui sont cachées par les caméras, Tout à fait. mesdames et messieurs les directeurs des services rattachés, mesdames et messieurs les présidents des organisations socio-professionnelles, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers au Mali, mesdames et messieurs les représentants des ONG, de la société civile et chers invités. Au nom de l'ensemble du personnel de Danner Talla Electronics, je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie d'inauguration de cette usine d'assemblage, cette ligne d'assemblage, on verra une ligne d'assemblage de PC, tablettes, smartphones et autres équipements électroniques, décodeurs et ainsi de suite. Tout est possible sur cette ligne. Et cette ligne, comme il a été souligné tout à l'heure, est la première au Mali, mais c'est aussi la première dans la sous-région et une des premières en Afrique. Et je rappelle qu'il n'y en a pas en Europe. Alors le projet a été mené relativement rapidement, en 18 mois, mais le chemin a été semé d'embûches, a été relativement difficile dans un contexte économique assez tendu. Et c'est en cela, monsieur le Premier ministre, que votre accueil, l'accueil favorable et la disponibilité de vos équipes ont été déterminants pour le succès, pour la réussite de ce projet en 18 mois. Quasiment 12 mois, mesdames, en fait. Alors nous y avons vu de l'engagement de votre part, de l'encouragement, ce dont nous avions besoin, et la volonté de votre part de porter le pays et les citoyens maliens à travers le développement de la technologie, le développement de l'emploi et la création de richesses. À ce titre et avant tout propos, je tenais au nom de nous tous à exprimer devant vous, Monsieur le Premier ministre, notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour l'accompagnement exceptionnel de votre gouvernement, du gouvernement de la transition, pour l'installation de cette usine et pour tout le reste, en fait, puisque Danner Talla Electronics, ce n'est pas simplement l'usine que nous allons visiter tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en souvenez, donc nous vous avons rencontré une première fois il y a un an, quasiment jour pour jour, en juin 2022, et nous avions pris un certain nombre d'engagements devant vous. Les engagements étaient de 3 types. Premier engagement, donc, de mettre en place une usine de PC, tablettes et smartphones, celle que nous allons visiter tout à l'heure. Donc nous allons visiter une première ligne. Dans notre plan, il y a 3 lignes, dans un bâtiment plus grand qui sera installé à Diala-Kouroubougou. Et pour l'instant, donc, nous avons installé une ligne de 18 mètres que nous allons visiter tout à l'heure. Donc c'était notre premier engagement. Le deuxième engagement était de mettre en place un réseau national de réparation-maintenance pour tous les produits électroniques
et bien entendu les smartphones, les téléphones, les PC, les ordinateurs, et cela dans tout le pays, pas simplement à Bamako. Il faut que ça couvre tout le pays pour qu'on puisse garantir une réactivité de 24 heures dans tout le pays pour la réparation de ces produits électroniques. Troisième point, c'est l'appui au grand projet de digitalisation, donc j'en parlerai tout à l'heure. Voilà les trois grands engagements que nous avons pris. Donc ce qui est intéressant peut-être de voir maintenant, c'est où est-ce nous en sommes 12 mois plus tard. Alors juste peut-être un dernier point que je viens de sauter. Donc l'engagement que nous avions pris était de mener à la création de 1300 emplois d'ici 2025. Voilà. Que dans les métiers du numérique. Alors au 1er juin, nous avons donc installé l'usine d'assemblage de 18 mètres que nous allons visiter. Et elle est opérationnelle depuis mars. Donc depuis mars, nous assemblons, et j'en parlerai tout à l'heure. Nous avons recruté une cinquantaine de personnes, donc peut-être Danuta Electronics aujourd'hui c'est 50 personnes, sans compter le centre de formation, dont 39 employés pour la chaîne. Et en termes de production, donc depuis mars, depuis que la chaîne est opérationnelle, nous avons assemblé, reconditionné ou customisé à peu près 4000 pièces, donc 4000 smartphones, tablettes ou ordinateurs. Voilà. Mais nous pourrions faire beaucoup plus, bien sûr. Avec plus de commandes, nous pourrions faire beaucoup plus. Alors en ce qui concerne notre deuxième engagement, notre réseau national de réparation-maintenance, donc nous avons créé en septembre 2022 le centre de formation, le CEDEX, à la CI 2000, qui est hébergé dans le bâtiment du complexe numérique. Et ceci a été possible, donc c'est un centre de formation qui est spécialisé dans les formations pour les métiers du numérique. Et tout ceci a été possible, en fait, je tiens à les remercier, toutes les équipes du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et le ministère de l'Économie numérique, qui nous ont beaucoup aidés dans le démarrage du centre de formation CEDEX. La première formation du centre a été faite en octobre, sur octobre-novembre 2022. Il s'agissait de 47 jeunes, qui étaient les premiers, donc, qui venaient d'à peu près partout du Mali. Donc il y en avait de Bamako, bien entendu, mais également Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. Donc 47 jeunes. Donc aujourd'hui, nous sommes ça c'était la première promotion, nous sommes même à la 4e promotion. Et la 4e promotion vient de démarrer le 3 juillet. Et il s'agit de 56 jeunes qui sont pour la moitié des jeunes déplacés et pour l'autre moitié des jeunes réfugiés au Mali venant principalement d'Afrique centrale. Donc d'ici fin août, en fait, ça sera 180 jeunes qui auront été formés au CEDEX. Et c'est à ce titre que je tiens encore à remercier donc, les équipes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, les équipes du ministère de l'Économie numérique, et également, pour leur soutien et leur aide financière, le Centre des investisseurs étrangers au Mali, européens au Mali, pardon, la coopération danoise, la coopération hollandaise, la coopération allemande, la coopération suisse, les ONG Oxfam, SNV et Corded, ainsi qu'Orange Mali. Alors pour donner quelques éléments, une perspective sur ce qui va se passer pour le CEDEX d'ici la fin de l'année, donc nous démarrons une seconde formation qui est le diagnostic automobile numérique. Et au 4e trimestre, nous aurons donc 2 premières classes de 25 élèves, de 25 jeunes, qui suivront cette formation. Et enfin, nous préparons, donc ça c'est un très gros projet de digitalisation, nous préparons pour la fin de l'année un projet de digitalisation des coopératives dans la filière carité. Et nous allons réaliser un premier pilote avec 2 unions de coopératives, à peu près 80 coopératives, 2800 membres, exclusivement des femmes, dans la région de Ségou. Voilà. Voilà un petit peu pour la perspective du CEDEX. Alors comme vous pouvez le constater, j'espère que vous le constatez, Monsieur le Premier ministre, nous avons atteint, peut-être dépassé nos engagements pris devant vous en juin 2022. Et pour revenir à une remarque qui a été faite par les autorités traditionnelles tout à l'heure, je crois qu'on peut dire que Modibo Talla et moi-même avons une qualité, ou un défaut, je ne sais pas, mais une qualité en tout cas, que nous sommes extrêmement persévérants, et donc nous, on n'arrêtera pas l'usine.
Voilà, donc l'objectif a été atteint et nous tenons bien sûr à remercier profondément les services techniques des départements ministériels dans leur assistance, leur conseil, leur écoute également. Le tout en lien, bien entendu, tout a été fait en lien avec les politiques nationales du numérique, de l'emploi et de la formation professionnelle. Je le répète encore une fois, donc une collaboration exceptionnelle qui nous a permis de mener ce projet en 18 mois, donc qui est un délai relativement court compte tenu du contexte économique aujourd'hui. Alors il y a un proverbe Bambara qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Je pense que le proverbe existe dans toutes les langues du monde. Donc Modibo Tala et moi-même, donc nous avons forgé, donc nous sommes devenus forgerons. Et en fait, nous n'avons jamais douté un seul jour de la réussite de ce projet ambitieux pour le Mali et la sous-région. Nous avons pris des risques, nous avons tenu, car nous avons senti deux choses très importantes. D'abord, les soutiens des autorités de la transition et votre soutien personnel. Et également, nous croyons très fortement que le numérique est essentiel pour le développement du Mali, pour l'éducation, pour l'emploi et pour l'enrichissement de la population. Donc pour terminer, donc je vois qu'on me presse, pour terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien nous avons ressenti votre engagement personnel depuis le début de cette aventure. Et il est donc normal que nous vous remercions, renouvelions aujourd'hui humblement notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amiel. Très bon discours. On applaudit très fort M. Renaud Amiel, président de Dané Outala Électronique, pour ce très beau discours et de reconnaissance également à l'engagement et au soutien du Premier ministre du gouvernement pour la réalisation et la concrétisation de ce projet ambitieux pour le Mali et l'Afrique. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, avant de vous inviter pour votre discours solennel, permettez-moi, au nom de toute cette assistance qu'il a évoquée avant votre arrivée, de vous féliciter pour la bonne tenue de la biennale de Mopti dont vous revenez. Nous sommes tous très fiers du discours hautement patriotique que vous avez prononcé hier et aussi de la qualité de l'organisation de cet événement majeur pour notre pays en ces moments de crise sécuritaire. Et la crise sécuritaire, le défi a été relevé à Mopti. Nous vous saluons, Monsieur le Premier ministre. Un des invités a dit que Ségou a gagné la première place parce que c'est la région d'adoption du Premier ministre. Le Premier ministre est Ségou qui a gagné Nango, Dronte. Ségou, c'est folie là. C'est donc l'État là. C'est théâtre là. C'est donna. C'est la peine pour nous. Ségou est déjà fini. On est comme un Premier ministre qui fait. Donc, moi, je suis Ségou. Comme on dit, il faut aller Ségou Kaye. Quand il y a pris la biennale. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, pour son allocution. Nous l'accueillons par vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur le présentateur a très heureusement fait cas de la victoire de Ségou à Mopti, la victoire de la jeunesse, j'allais dire, malienne et du peuple malien. Parce que tenir cette biennale est un vrai défi pour les Maliens. Absolument. Et il y a 3 mois que le président de la transition et son gouvernement ont pris cette décision. Donc, le peuple malien a eu 3 mois pour préparer et tenir avec la réussite que vous avez vue la biennale qui était préparée avant en 2 ans. Absolument. La deuxième chose, c'est que le peuple malien voulait relever le défi sécuritaire. Beaucoup avaient dit que c'est un risque de tenir cette biennale à Mopti. Le président de la transition et le gouvernement
on dit les Maliens sont toujours excellents quand il y a les défis. Et ce défi, les Maliens vont le relever. Ils ont pris la décision courageuse, comme beaucoup d'autres décisions, de tenir la Biennale à Mopti. Elle s'est tenue avec le succès que vous avez vu au bout. Ségou a gagné la médaille, mais c'est le peuple malien qui a gagné. Et les Tombouctiens aussi doivent être très contents, sauf qu'ils ont 2 ans pour préparer la Biennale. J'ai invité leurs frères de Taoudeni, Gao, Menaka et Kidal de s'associer à eux pour faire de cette Biennale une réussite pour le Mali. C'est un signe fort pour renforcer l'esprit d'union et de cohésion nationale et sociale au Mali. Je voudrais au passage ici saluer de façon particulière, comme hier on l'a fait, tous les organisateurs de cette biennale qui ont donné corps aux souhaits et aux vœux du président de la transition. Je n'oublie pas bien sûr, je le répète souvent, mais je vais continuer à le répéter, nos forces armées et de sécurité, nos braves forces armées et de sécurité. Le défi sécuritaire qui était le numéro 1 a été relevé. La biennale s'est tenue sans incident à la satisfaction de tous les Maliens et leurs amis. Bravo donc à tous les festivaliers. Félicitations à Ségou. Vous savez, avec Ségou, j'ai une attache particulière. Je ne suis pas né à Ségou, je n'ai pas grandi à Ségou. Mais quand j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce il y a 20 ans, j'avais initié, vous trouvez que mes prédécesseurs avaient initié, mais il y avait des blocages, un grand projet qui allait transformer Ségou en première ville industrielle du Mali. J'ai fait plus de 40 voyages pour voir les meilleurs exemples dans le monde entier. Nous avons fait 2 années d'expérience. Et juste quand le projet devait aboutir, nous avions préparé une table ronde des bailleurs de fonds et le président de la BOAD, Donald Kaberuka, m'a dit qu'il n'a rarement vu un projet aussi structurant pour un pays et qu'il prendrait lui-même la tête des bailleurs de fonds pour la réussite de ce projet. Ça conduisait pratiquement à la création de près de 400 000 emplois. Et comme je vous disais, ça a transformé Ségou en première ville industrielle du Mali, où les grandes villes du Mali allaient importer la viande, les œufs, les salades, l'électricité et toutes les dérivés de cette grande industrie. Vous savez, les hommes ont leur agenda, mais Dieu a son agenda. Juste à quelques semaines de la table ronde, il y a eu un gouvernement, un nouveau gouvernement, le ministre est sorti. Et naturellement, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas le projet n'a plus vu le jour. Et j'avais dit au président en son temps que si on arrivait à le réaliser, ce serait la plus grande réalisation industrielle pour des décennies, sinon des centaines d'années. On citera le nom de ce gouvernement et du président. Bon, malheureusement, d'autres ont vu dans cette démarche tout ce à quoi on ne pensait pas. Il y a des gens qui ont écrit au président pour dire que si ce projet est réalisé, ce ministre fera de Ségou sa plateforme politique. Bon, Dieu n'a pas voulu, c'est ça son agenda en réalité, c'est tout ce qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que depuis que je suis devenu Premier ministre, c'est dans la ville de Ségou que j'ai fait le plus de voyages. Au point que le gouverneur m'a désigné citoyen d'honneur de la ville de Ségou. Alors, je lui disais un jour que si le grand projet initial avait abouti, avec ces voyages,
c'était aller trouver à redire. Heureusement que je ne suis pas natif de Ségou. C'était aller dire qu'il a tout fait pour sa ville natale. En réalité, c'était pour le Mali qu'on travaillait. Nous avions des opportunités. Vous savez, j'ai amené une fois dans le processus de conception de cette industrie un citoyen étranger dans le domaine. Vous savez, quand je l'ai amené à l'office du Niger, quelqu'un, une grande personnalité, il est venu ici en jet privé, mais arrivé, il s'est mis à genoux, il a pris le sable, il l'a frotté au visage. Il me dit, votre pays ne peut pas être pauvre. Vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez le soleil, et vous avez les hommes et les femmes. Il ne comprend pas pourquoi on dit que notre pays est pauvre. Je lui ai dit, c'est un problème de leadership et de management. Notre armée a montré cette année comment le leadership peut changer le destin d'une nation. Nous avions la même armée dans notre pays, les mêmes soldats, le même pays, les mêmes terroristes qui se sont d'ailleurs renforcés. À moins de 500 milliards de francs CFA d'aide internationale, des sanctions, la diabolisation que vous savez de la part de certains. Et qu'est-ce qu'on a constaté? L'armée est montée en puissance, l'armée terrorise les terroristes, comme le dirait un ancien ministre d'un pays frère, et aujourd'hui, les grands cauchemars auxquels les Maliens étaient habitués, des grands villages qui tombaient, on tuait les femmes et les enfants, des camps militaires qui tombaient entièrement, je touche du bois, était lointain souvenir pour les Maliens. Aujourd'hui, les terroristes, toutes leurs bases logistiques, les grandes bases logistiques, les centres d'approvisionnement sont tous détruits par notre armée. Et l'armée monte en puissance. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Nous avons un nouveau chef suprême des armées qui a compris que tant qu'un pays n'a pas une armée forte, qui la défend, elle ne peut pas être souveraine. Ce pays ne peut pas être souverain. Et si nous sommes assis aujourd'hui, tranquillement, nous faisons nos discours, c'est parce que nous sommes, notre sécurité au moins, notre sécurité est assurée par nos forces armées de sécurité, que je ne cesse toujours de féliciter et remercier. Je disais tantôt que Dieu a son agenda, les hommes ont le leur. Vous avez cette usine qui devait être inaugurée depuis quelque temps. L'inauguration a été reportée à plusieurs reprises. Parce que les hommes avaient leur agenda, mais Dieu avait le sien. Dieu a décidé que c'est un 17 juillet, à la date de la naissance de M. Talla, que cette cérémonie se tiendra. Alors que devait se tenir il y a longtemps. Dieu a décidé que c'est sous le leadership de nouveaux ministres de l'industrie et du commerce, de l'emploi et de la fonction professionnelle et de l'économie numérique que cette cérémonie doit se tenir. On avait un autre agenda, nous. Dieu avait la sienne. Il a décidé que cette cérémonie va se tenir au moment où deux personnalités vont tenir des discours qui viennent de la même extraction du point de vue de leur instruction. Vous savez que M. Niaré était un des premiers qui m'ont reçu dans mon service en tant que jeune stagiaire à la fin des années 80, il y a plus de 40 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient parler au nom des familles fondatrices. Je voudrais aussi féliciter M. Dehout, c'est-à-dire notre frère français. Vous savez, j'ai toujours dit, dans mes différents discours, que les Maliens constituent un peuple d'immigration et d'émigration. Un peuple frère à tous les peuples du monde. Nous n'avons jamais cultivé le chauvinisme ou le rejet des autres nationalités. Tous les peuples du monde sont amis du Mali. Et j'ai cité particulièrement les Français en disant que c'est le pays auquel nous sommes les plus liés par l'histoire, par l'économie, par les hommes. En dehors
des deux communautés algériennes et marocaines qui se disputent. La deuxième place, tout le monde sait, en France, la plus grande communauté, la deuxième de l'Afrique noire, ce sont les Maliens. Ils sont très nombreux en France. Ils sont nés, ils ont grandi, ils ont la nationalité des deux pays, ils travaillent. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans aujourd'hui, ils viennent au Mali voir leurs grands-parents. Leur poids dans notre économie est tel qu'aucun gouvernement qui se dit au service de la population ne peut pas imaginer que pour prospérer ou que pour que son pays prospère, il faut qu'il rentre en conflit avec le peuple, avec ce peuple, avec le peuple français dans le cas d'espèce. J'ai toujours dit qu'il y a des Français et beaucoup sont les amis du Mali, comme le Mali est leur ami. Nous sommes l'un des rares pays où il y a une crise que nous connaissons entre les autorités, mais personne n'a vu des sentiments anti-français dans la rue. Pour chasser des Français, les regarder d'une certaine façon, tout le monde est chez lui au Mali. Tout ce qu'il y a eu comme problème, c'est entre les dirigeants politiques. Les dirigeants passent, les peuples restent. Il y a des liens qu'aucun gouvernement ne peut remettre en cause. Parce qu'il est appelé à partir. Le peuple est patient. Il laisse souvent les dirigeants parler, mais il sait là où il va, d'où il vient et comment y aller. Il y a eu des problèmes entre les dirigeants parce que nous avons exigé juste une nouvelle façon de faire. Que les Maliens soient considérés comme des partenaires et non des enfants. Que des chefs d'État étrangers arrêtent de parler à notre pays comme s'il parle à quelqu'un, à un individu. Que les principes que notre président a édictés soient respectés. Respecter l'intégrité du Mali et sa souveraineté. Respecter le libre choix des Maliens de qui ils prennent comme partenaire pour faire quoi, et aussi les intérêts supérieurs de notre peuple. Il faut les respecter. Ces trois principes, tout pays qui les respecte, nous travaillerons avec lui. Peut-être un autre jour, il y aura un autre gouvernement qui aura d'autres priorités. Mais les peuples ne passent pas, eux, ils restent. Et donc je voudrais féliciter notre ami français d'avoir pris sur lui l'initiative et la responsabilité, encouragé en cela par son ami malien et la population malienne, pour venir prendre des risques. Parce qu'investir, c'est un risque aujourd'hui. Venir au Mali, c'est un acte de foi, c'est un acte de solidarité et c'est un acte de quelqu'un qui voit l'avenir. Ils savent très bien que cette usine peut durer des décennies, mais les gouvernements qui sont là ou en France, ils vont passer, les peuples vont rester, les jeunes vont faire les va-et-vient, donc je voudrais les féliciter de façon particulière. Saluer aussi les diplomates qui sont venus les accompagner et encourager l'ouverture de cette usine. C'est ce que je voulais dire en introduction. Tout cela n'était pas dans le discours, bien sûr, parce que je viens d'arriver de Mopti. Cette cérémonie était censée être reportée. On disait que le Premier ministre va être fatigué. J'ai dit à mon cabinet qu'on a tellement reporté que si les nouveaux ministres qui arrivent commencent par plusieurs reports, eux aussi, ça risque de plomber leur élan. Surtout que je les vois dans les premiers messages vidéo, en tout cas que je vois à la télé, ils viennent à 100 à l'heure. Ils marchent, les nouveaux ministres, femmes et hommes, comme des soldats de deuxième classe. J'ai dit aux anciens, il ne faut pas marcher comme des sénateurs. Vous attendez après les élections, ceux qui veulent peuvent aller au Sénat, mais pour l'instant, vous avez le gouvernement qui doit marcher au pas cadencé. C'est ce que les Maliens veulent. Vous avez un colonel à la tête de l'État et vous avez un soldat de deuxième classe, Premier ministre. Donc, je souhaite vraiment beaucoup de chance aux nouveaux ministres qui se sont mobilisés fortement pour cette cérémonie. C'est pour cela que j'ai dit à mon cabinet
on ne peut pas reporter, ça fera trop de reports. Et tel que je vois les nouveaux ministres commencer à 100 à l'heure, il faut les accompagner, les encourager. Je voudrais donc les féliciter tous ici, présents, hommes et femmes. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, de vous souhaiter la cordiale bienvenue à la présente cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage de téléphones, de tablettes et d'ordinateurs de la société Daniel Tala Electronics, œuvre de jeunes patriotes dévoués à la cause du développement économique et social de notre pays et de leurs amis d'un pays frère. Vous savez, les Africains, on aime beaucoup dire frère. Je crois que c'est les Africains et les Arabes qu'on dit ça beaucoup, mon frère. Parce que un frère, c'est lui qui est à côté de vous quand c'est difficile. C'est lui qui vous aide à franchir les obstacles. C'est l'occasion de remercier les représentants des missions diplomatiques, je l'ai déjà dit, qui sont venus en masse pour soutenir cette initiative. Vous savez, les diplomates, ils ne parlent pas beaucoup. Il faut regarder ce qu'ils font pour se faire une idée. Est-ce qu'ils sont d'accord ou non? Un bon diplomate, il ne dit jamais non. Il dit toujours peut-être. Quand vous le voyez quelque part, c'est qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il ne vient même pas. Donc je voudrais vraiment les saluer, les remercier, les féliciter pour le soutien. C'est un soutien à leurs amis initiateurs de cette entreprise. Je considère aussi que c'est un soutien au Mali, par ces temps qui courent. Mes remerciements vont également à l'endroit et surtout des responsables de la nouvelle usine et leurs partenaires pour avoir choisi notre pays comme destination pour leur investissement. Cet investissement, mesdames et messieurs, il est sur la base d'une autorisation et d'une inscription au Code des investissements qui date du 13 février 2023. Effectivement, comme l'initial l'a dit, nous avons suivi personnellement pour diminuer les délais. Tout ce qu'on faisait dans 2 ans, 3 ans, nous avons essayé de le faire le plus vite. Et ils ont eux aussi respecté, en tout cas pour l'instant, leurs engagements avec un investissement de 550 millions 600 000 francs CFA. Et cet investissement est censé être porté à 2 milliards en 2006. Ce qui traduit la volonté affichée des promoteurs de l'usine d'équipement de dernière génération utilisant une technologie de pointe dans la production de matériel téléphonique et informatique. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, l'usine a créé, c'est bon que les Maliens le sachent, 49 emplois, donc 11 femmes et 120 contractuels. Ce nombre sera porté à 300 permanents et à 1000 contracteurs à l'horizon 2025. Ce qui cadre avec les politiques nationales du gouvernement en matière de création d'emplois, de formation professionnelle et d'amélioration des conditions de vie des Maliennes et Maliens, conformément au plan d'action du gouvernement. En plus de la création d'emplois, cette unité industrielle aura des retombées significatives sur les populations et l'économie nationale, en termes de paiement d'impôts, de droits et taxes, de paiement de cotisations sociales à l'INPS, de réduction de l'importation du matériel informatique et de sortie de devises à travers la production au Mali de 100 000 appareils informatiques et de téléphonie dès la première année et 500 000 à l'horizon 2025. La technologie de pointe utilisée dans cette usine permet d'affirmer, en tout cas c'est mon souhait, qu'elle est en parfaite adéquation avec la politique de développement industriel du Mali, qui encourage la création de nouvelles unités industrielles et l'utilisation des meilleures idées technologiques
techniques et méthodes en s'appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit tantôt, il y a des principes que le nouveau chef d'État et le gouvernement, nous avons décidé que désormais tous ceux qui sont dédiés à l'action publique doivent avoir comme bréviaire tous les jours devant eux. Tout partenaire doit respecter la souveraineté du Mali. C'est la première condition. Les Maliens ont décidé de n'avoir d'injonction de personne. Ce qui est mauvais pour eux, il faut leur expliquer. Ce qui est bon pour eux, ils le savent. S'ils ne le comprennent pas, il faut leur expliquer. Mais on ne peut plus les vendre. Un cadeau qui est emballé dans quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'emballage. Le respect des choix stratégiques. Nous l'avons dit plusieurs fois. Il faut l'expliquer terre à terre pour que les citoyens lambda comprennent. Nous avons un pays où nous avions l'insécurité confinée au grand nord du Mali en 2013. En 2020, l'insécurité a gangréné 80% du territoire. Les grandes villes, personne n'était plus en sécurité. Il restait juste à encercler petit à petit et venir dans la capitale. Pendant ce moment, les forces armées sur nos territoires sont allées de 10 000 à 50 000 hommes. 50 000 hommes armés sur le territoire. La perte de confiance des Maliens en eux-mêmes. Certains qui ont les doubles nationalités ou autres s'apprêtaient à quitter. D'autres sont déjà un pied là-bas, un pied, ils viennent regarder, ils s'en vont. D'autres font des voyages. On nous dit c'est un régime démocratique. J'ai dit aux gens, attention, la démocratie, elle ne se mange pas. Une personne, tout être vivant, arrivé au monde, sa première exigence, c'est la sécurité. Quand l'enfant naît, il crie. Est-ce que le nouveau monde où il vient, il est sécurisé? S'il ne crie pas, c'est qu'il est mort. Quand l'homme est en sécurité, il faut le nourrir. Sa maman l'allait. S'il est malade, on l'amène à l'hôpital. S'il grandit, on le nourrit, on l'élève, on l'enseigne. Mais si vous privez un homme de tout ça, on lui dit qu'il faut aller aux élections. Il faut la démocratie. Et ceux qui nous disent ça, ont fait 300 ans, 400 ans, 1000 ans pour implémenter un système chez eux. Chez nous, on dit de l'implémenter en quelques mois. J'ai parlé souvent avec des leaders politiques. J'ai dit, vous dites d'aller aux élections. Mais dans votre village, vous ne pouvez pas aller faire campagne. Personne de tous les leaders politiques qui ont dit d'aller aux élections, aucun d'entre eux ne peut aller chez lui. Ils sont dans la ville, ils font le tour des ambassades, ils écoutent les radios internationales, ils disent des choses qui ne correspondent à rien à la réalité du Mali. Un pays, on brûle un village, on tue les femmes, on tue les hommes. Vous savez, quand il y a eu Ogosago, avec 100 et quelques morts, le même jour, nous avons rencontré une délégation étrangère. Moi, j'ai représenté l'opposition. Mais nous, on avait tous le visage fermé. Mais eux, ils parlaient comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire la mort des Maliens, là, c'est comme des poulets qui sont morts. En même temps, quand une personne meurt au front de leur rang, que nous respectons, nous, on suit ce qui se dit dans les pays. On n'a jamais dit dans un discours officiel, dans les pays dont je parle, que la personne est morte pour le Mali. On dit qu'elle est morte pour son pays. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est pourquoi je dis souvent à certains qui comprennent qu'au Mali, les dirigeants là, ils ont un coefficient intellectuel un peu, en tout cas largement au-dessus de la moyenne de ce qu'ils pensent. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays où on tue les gens, ils ne mangent pas, ils sont en insécurité, venir leur dire d'aller aux élections. En même temps, vous avez un individu qui est applaudi
qui est, disons, démocratiquement élu, qui est dans des avions, qui couche dans les hôtels à plusieurs milliers d'euros. Pendant ce moment, on tue ses parents. Il a plusieurs nationalités. Le jour où le pays va être comme la Somalie, il prend l'avion, il quitte, c'est tout. Tous les responsables qui disaient d'aller aux élections. Quand nous avons organisé les assises nationales de la refondation, leur structure de base, les députés, les présidents des sections à l'intérieur sont tous allés participer à l'organisation. Il n'y avait que le chef qui était à Bamako, un général sans troupe, qui dit d'aller à la bataille. Lui-même, il ne peut pas aller. Il sait qu'il n'y a pas quoi de se battre. Donc, j'ai expliqué plusieurs fois qu'il faut laisser les Maliens choisir un partenaire avec lequel ils peuvent assurer la sécurité du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Je vous ai décrit ce qui se passe au Mali. Les mêmes militaires, le même pays, les terroristes renforcés. Mais les Maliens relèvent la tête. Lorsque nous décidions de tenir la biennale à Mopti, mais certains nous ont dit que vous êtes en train de rêver. Ce n'est pas possible. Mais ça s'est tenu. Pourquoi? Parce qu'on a des partenaires avec lesquels on travaille, on a choisi librement. Les Russes, les Chinois, les Turcs et tous les autres partenaires des pays arabes qui sont des pays frères par la géographie. Mais si quelqu'un vient nous dire non, 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 vous ne faites pas avec eux, c'est moi qui choisis avec qui vous travaillez. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième, c'est que les intérêts vitaux des Maliens doivent être défendus. Lorsque quelqu'un, par toutes sortes d'acrobaties, empoche 1 milliard de francs CFA, il vient, il dit qu'il veut aller à des élections. Sur 1 milliard, il prend 100 millions. Il trouve une population affamée, il lui donne à manger. Mais cette population ne vote pas pour lui, elle vote pour manger. Vous avez 1000 francs, vous donnez à un affamé, il prend, il vote. Après, on organise des cérémonies, vous avez 900 millions en poche, vous êtes un corrompu et vous continuez à diriger le pays. Les Maliens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est pourquoi nous avons édicté le président que tout responsable, toute action publique doit obéir à ce principe. Où sont les intérêts du Mali dans ce que nous voulons faire? Voici les 3 principes. Respect de la souveraineté, respect des choix stratégiques, la prise en compte des intérêts. Tout pays qui respecte ça, et je crois que tous les pays sont comme ça dans le monde d'ailleurs. Nous ne sommes pas singuliers. Seulement il y a des dirigeants qui laissent faire les autres ce qu'ils veulent. Tous les pays sont comme ça. Nous avons passé 2 ans à équiper notre pays avec nos amis et frères et partenaires. Aujourd'hui, nous avons un minimum de sérénité. Elle n'est pas totale la sérénité, mais il y a un minimum. C'est pour cela qu'on se permet de tenir la biennale à l'épicentre même de l'insécurité à Mopti aujourd'hui. Une fois qu'on continue, qu'on défend notre population, notre diplomatie est en train d'expliquer. La défense et la diplomatie, les chefs, c'est le président. Nous continuons à expliquer à tout le monde ce que nous faisons, une diplomatie vocale pour faire rayonner notre peuple et que la voix du Mali soit entendue partout. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas obligé, mais il ne dira pas qu'il n'a pas entendu. Une fois que ces 2 facteurs, nous les maîtrisons, et Dieu merci, nous continuons à progresser à les maîtriser. Il faut parallèlement développer le Mali, parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, tous ceux qui nous applaudissent aujourd'hui, le patriotisme, la souveraineté retrouvée, tout ça c'est bien, 1 an, 2 ans, mais après, les gens vont chercher l'épanouissement économique. Si elle tarde à venir, avec les impatients de la population, avec les coups de boutoir qui seront donnés par ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont dans leurs droits, les mêmes vont prendre des cailloux demain pour chasser le gouvernement. Donc nous avons une idée très claire. Nous ne sommes pas venus pour chanter le nationalisme, le chauvinisme, ainsi de suite. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Les Maliens, une fois qu'ils ont la sécurité, ils peuvent aller cultiver, ils peuvent faire leurs affaires. Notre diplomatie continue à expliquer à nos amis quels sont les problèmes. Parce que les peuples, les dirigeants, ils sont de bon sens. Ce que je viens de vous expliquer,
On n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir. Quelqu'un qui ne peut même pas aller dans son village, il ne peut pas s'asseoir dans une autre ville et parler sur les radios internationales pour dire d'aller aux élections. Il faut que les paysans puissent cultiver, les éleveurs élèvent, les pêcheurs pêchent, les commerçants commercent, les industriels fabriquent. Sans ça, tôt ou tard, la population va se lasser. Les régimes qui ont été intelligents pour comprendre ça, ils se sont métamorphosés. Quand vous partez là-bas, vous ne reconnaissez même pas le pays. Vous connaissez parmi nos partenaires tous nos trois grands partenaires que je viens de citer, la Russie, la Chine, la Turquie. Mais quand vous partez dans ces pays à 30, 40 ans ou 50 ans, et aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose. Tout pouvoir qui n'amène pas à améliorer les conditions de vie des citoyens, tôt ou tard, la population va le rejeter. Quand, à la fin de l'autre siècle, un grand dirigeant chinois disait que les chats soient gris ou noirs pourvu qu'il attrape la souris. Mais ça a failli, ça lui a coûté la prison, mais le temps lui a donné raison. Donc, c'est ce que j'explique à tous les cadres maliens. La défense, c'est notre armée, nos forces armées de sécurité. La diplomatie, c'est nos cadres. Mais le développement, investissez-vous tout le monde pour que notre pays puisse se développer. Et c'est ce que j'ai appelé par le triptyque, les 3D, défense, diplomatie, développement. Et c'est l'occasion d'inviter solennellement les responsables de la nouvelle entreprise à veiller au respect strict des textes en matière de protection des travailleurs et de l'environnement. Parce que souvent, en tout cas ça a été remarqué dans quelques cas, les entreprises s'installent, ce n'est pas forcément des étrangers, même des Maliens. Le côté environnemental et social est totalement oublié. On cherche l'intérêt et c'est tout. Or, le gouvernement doit veiller au respect de l'environnement, au respect des droits sociaux des citoyens. Par ailleurs, pour ce qui concerne le gouvernement, je voudrais inviter tous les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accompagnement de cette très heureuse initiative. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer en proposant réaffirmer ma profonde gratitude aux responsables de Dénou Talla Électroniques qui ont crié à notre pays en cette période de sortie de crise à travers la réalisation de ce projet structurant. En d'autres temps, on dirait le pays est instable, il y a la guerre, il n'y a pas la démocratie, ils n'ont pas fait les élections dont je viens de vous parler. Donc, attendant de voir. Eux, ils ont décidé de prendre le risque. Les amis, j'ai l'habitude de le dire, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, certains pensent que tout est noir autour du Mali. Ceux qui viennent aujourd'hui à nos côtés nous aident à sortir de cette obscurité. Ce sont nos amis. Et nous avons l'obligation de les aider et de les appuyer. C'est pourquoi je donne cette instruction au gouvernement. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui, de près et de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Je vous avais dit tantôt qu'il y a eu plusieurs fois de report, mais ils ne se sont pas découragés. L'expérience a montré que ceux qui persévèrent dans une idée juste, malgré les difficultés, c'est eux qui réussissent. Le monde appartient à ceux qui persévèrent, ceux qui risquent, et c'est ce que la nouvelle usine a fait. Merci beaucoup de votre importance. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous allez procéder à présent à la coupure du ruban symbolique qui va marquer l'inauguration de l'usine d'assemblage de PC, de tablettes et de smartphones. J'invite les membres du gouvernement, les présidents et directeurs généraux de Dénou Talla Électroniques, Monsieur le maire, Monsieur le représentant des patriotes, Monsieur le directeur du cabinet du gouverneur, pour cette visite. Nous invitons les autres invités à attendre juste jusqu'au l'attente, le temps que les officiels passent la visite, qui est rapidement. Et Madame Talla, vous pouvez vous joindre à la visite, s'il vous plaît. Madame Talla, est prise de mon niveau. C'est pour éviter qu'il y ait un grand nombre de personnes avec les officiels.
On monte. On veut rester sous la pluie pour suivre en direct sur les écrans la visite du ministre là-haut. Vous pouvez voir comment il a visité les lieux. Vous pouvez suivre la visite. Merci de votre attention. M. Bassidia a demandé, s'il vous plaît. M.